Alors, en fait, j'ai été pendant 9 ans combattant et membre de la guérilla de l'RP-PRT, dont le commandant était Santuccio. Alors, moi, je préfère faire un peu donc un commentaire de l'époque, c'est-à-dire un peu qu'est-ce qu'il y avait à cette époque. C'est un commentaire subjectif, c'est-à-dire c'est un commentaire tout à fait subjectif, sans aucun type de prétention historique, non, ni objectif. Je vais nommer quelques éléments qui étaient très importants à l'époque. Je pense que le premier élément, c'était pas d'importance, mais le premier élément qui me vient en tête, c'est que la guérilla du Che avait été pour nous tous la possibilité d'une pensée, d'une action radicale anticommuniste. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la jeunesse était quand même dans quelque chose, la jeunesse des usines, la jeunesse indienne à Tucumán, dans les régions vraiment indiennes, et à Buenos Aires, à Rosario, à Córdoba, était très très marquée par un anticommunisme très fort, parce que le Parti communiste apparaissait comme la non-option totale. N'est-ce pas? Il respectait Yalta, chose qu'on allait voir plus tard, n'est-ce pas? C'est-à-dire les Américains écrasaient l'Amérique latine, les Soviétiques écrasaient la Tchécoslovaquie et l'Hongrie. Donc il y avait un sentiment très anticommuniste aussi par rapport à la morale, ce qui signifiait la morale. C'est-à-dire, il faut savoir quand même que le bouillon de culture dans lequel on baigne en cette époque-là est un bouillon de culture très critique par rapport à la vie quotidienne aussi. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le mouvement hippie, le mouvement de contre-culture. Il faut savoir quand même que David Cooper, le père de l'antipsychiatrie, était en Argentine, était venu en Argentine, là, et après, un peu plus tard, il va s'installer en Argentine. Donc, le bouillon de culture est un bouillon de culture marqué par, je ne sais pas, peut-être François Gess et quelqu'un d'autre connaissent le film qui était La Fiaca, n'est-ce pas, qui était une sorte de film phare qui disait n'allez pas travailler, n'allez pas au travail, n'est-ce pas? C'était n'allez jamais au travail, et c'était quand même une sorte d'esthétique subversive qui allait avec la contre-culture, qui avait avec le rock, qui avait avec cette ras-le-bol absolu de cette morale représentée par la réaction militaire ou par le conservatorisme communiste, n'est-ce pas, qui faisait l'apologie du bon ouvrier, qui travaille, la discipline, etc. Donc il faut dire quand même que les bouillons de culture, quand on parle de l'Argentine, il faut savoir quand même que la guérilla à laquelle j'ai appartenu et la guérilla Montoneros, qui était beaucoup plus importante, n'existaient pas encore. Le parti de Santuccio, qui était le parti militaire, le parti politique, disons, est créé en 65, mais c'est un tout petit parti, qui pour la première fois, va faire quelque chose qui est une hérésie pour les communistes, qui est lancer les premiers documents en quechua et en espagnol. Donc une revendication de l'indianité. Vous savez, vous connaissez les écrits de Marx sur les Indiens lumpen, etc., sur Bolivar. C'est pour ça qu'il y a après dans l'histoire, il y a des trucs très bizarres, la revendication de Bolivar, les communistes, tout ça. Il y a beaucoup d'Alzheimer, non? Parce que, effectivement, les écrits de Marx et des communistes sur Bolivar, en la traitant d'idiots, non? Et les Indiens de lumpen, etc. Donc c'est la première fois que tout à coup va apparaître pour nous deux mouvements. Les Montoneros, ils commencent à exister en 70 en exécutant un ancien dictateur, mais quand même il y avait tout ce mouvement chrétien révolutionnaire très très important autour d'une revue qui s'appelait Christianisme et Révolution, n'est-ce pas, qui était très importante. Et moi à cette époque-là j'étais tout jeune, mais j'appartenais en tant que collégien, je suis rentré dans les Ars Ocho, qui était le mouvement périphérique de la guérilla FAL, ça s'appelait à l'époque la FAL. Et donc, l'ambiance à l'époque était une ambiance d'une révolte, vous voyez, d'une révolte. Sur Cuba, il y avait un peu un fantasme, plus qu'une réalité, qu'on imaginait de façon un peu exagérée qu'ils étaient d'accord avec nous. Alors, par exemple, pour vous faire une idée, des débats qui étaient importants à l'époque, qui étaient significatifs pour les jeunes rebelles de la ville, aussi ouvriers, etc., un débat incroyable, El Córdoba, en 69 par exemple, un débat que vous dites, alors en 69 en fait il y a eu
convergence étudiants-ouvriers, très très importante. Hein. C'est-à-dire, ils sont rencontrés, ils sont réunis, ils ont fait une insurrection énorme, bon. De quoi ils discutent à un moment donné? Des dirigeants ouvriers comme Tosque, bon, peu importe le nom, et des dirigeants étudiants et des dirigeants de la future guérilla qui commence à exister. Ils discutent sur les débats entre les Che Guevara, et je ne me souviens pas le nom de l'autre, sur l'art surréaliste, contre le réalisme socialiste dans l'art. Voyez, c'était signifiant, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je veux dire, c'était signifiant pour nous. C'était signifiant parce qu'on ne voulait pas choisir notre étau. Hein? Nous, on n'est pas au Chili, hein, je parle juste de l'Argentine, on n'est pas au Chili, aucune démocratie avait fini son mandat, aucun gouvernement démocratique avait fini son mandat, n'est-ce pas? Donc, l'effet qu'il fallait cogner sur les militaires nous semblait une évidence. Le parti principal était interdit, le parti péroniste, donc les péronistes qui allaient dans une cohérence politique très grande, allaient du fasciste d'extrême droite jusqu'à quasi-trotskiste, n'est-ce pas, et étaient déjà dans une action armée. Hein. Et, petit détail, quand Santuccio va former l'ERP, qui est l'armée, donc en 70, il nous donne une opportunité à toutes ces jeunesses ouvrières, paysannes et citadines. Il nous donne une opportunité qui n'était pas en détail, il n'était pas bête du tout, les Santuccio. Il donne l'opportunité d'entrer dans l'ERP, donc dans la lutte armée, d'être même responsable militaire à différents degrés. Moi, j'avais des responsabilités militaires, sans entrer au parti. Vous voyez? Donc, le parti, qui était le parti qui s'est revendiqué, marxiste et léniniste, était très proche des trotskistes à l'époque, donc critique des soviétiques, mais quand même, il y avait la possibilité que cet élan rebelle, qui incluait la violence, hein, ne soit pas tout de suite canalisé par des voix typiquement marxistes, léninistes, etc., qui évoquaient trop les communismes et les soviétiques, qui pour cette jeunesse-là étaient détestés. Hein, c'est-à-dire étaient détestés. Alors, bon, c'était une révolte qui visait vraiment à cette vie quotidienne. C'est la première fois, par exemple, qu'en Argentine vont apparaître des folkloristes, par exemple, qui vont revendiquer les folklores, n'est-ce pas? Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, n'est-ce pas? Tous ces gens-là qui vont revendiquer l'Indien, qui vont revendiquer quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Et il va apparaître celui qui va être pour nous, pour moi personnellement en tant qu'étudiant de médecine et qui voulait déjà être psychiatre, David Cooper était comme un fondamental, mais pour les autres, il va apparaître celui qui vraiment va donner une voix à cette révolte, et effectivement le grand Hébert Marcuse, n'est-ce pas? Parce que Hébert Marcuse va dire quelque chose. Il va dire, les ouvriers sont trop encastrés dans le système. Les gens qui travaillent dans les bureaux sont encastrés dans le système. La révolte doit venir de la marge, voyez? Et c'était un péché mortel pour les communistes, vous comprenez? C'est-à-dire un péché mortel parce que, effectivement, on va dire, non, justement, ceux qui ne sont pas insérés dans le système, c'est eux qui peuvent foutre le bordel, n'est-ce pas? Qui peuvent vraiment faire les choses. Et vraiment, Marcuse, avec l'homme unidimensionnel, entre autres, mais surtout l'homme unidimensionnel, avec tout l'effort qui ici en France est connu par des amis comme Jean-Marie Brom, par exemple, tout le développement du freudo-marxisme, n'est-ce pas? Vous savez qu'en Argentine, on est génétiquement psychanalyste, non? Alors donc, effectivement, le freudo-marxisme a été très important parce que, justement, toute cette froideur mécanique du marxisme-léninisme, le freudo-marxisme de Reich, de Marcuse, représentait pour nous une idée d'une libération qui n'était pas une libération d'un étau pour tomber dans l'autre. Vous voyez? Alors, bon, on peut dire qu'il y avait une sorte de conflictualité très, très développée, hein, conflictualité, hein, dans tous les sens. Hein. C'est vrai que elle va se développer pour évoquer un tout petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme réalité, mis à part l'histoire, préhistoire des annales. Vous voyez, l'histoire des annales, c'est l'histoire des dates et des rois. L'histoire
des annales, c'est l'histoire de la vie, n'est-ce pas, de la vie quotidienne. Bon, qu'est-ce qu'il y avait dans la vie quotidienne? Dans la vie quotidienne, il y avait Augusto Boal, avec les théâtres de l'opprimé, dans les bidonvilles. Il y avait Pablo Freire, avec la pédagogie de l'opprimé. Vous comprenez? C'était ça la vie. Nous, en tant qu'étudiants de médecine, par exemple, nos pratiques étaient dans les bidonvilles. On allait dans les bidonvilles pour mettre des dispensaires, pour faire de l'alphabétisation. Et il y avait quand même, dans les bidonvilles, qu'est-ce que ça signifie aller dans les bidonvilles? Ça signifie, pour un jeune blanc-bec de la ville, la première rencontre avec l'Argentine indienne. Vous voyez? L'Argentine indienne. Les Boliviens dans une ville, les gens du nord-ouest qui arrivent, les gens du nord-est, plutôt Guarani, vous voyez? Donc tout à coup, c'était ces brassages-là qui a très bien pris. La mayonnaise a très très bien pris. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une sorte de mysticisme, une mystique latino-américaine, une mystique latino-américaine, une mystique qui incluait des côtés irrationnels, n'est-ce pas? Des côtés irrationnels que beaucoup plus les montoneros que nous ont su canaliser, parce que nous, quand même, on restait, en tant que guévaristes, on restait un peu trop marxistes pour le peuple, disons, non? Mais les montoneros, avec les petits curés de la Libération, que, cela dit en passant, vous savez, les petits curés de la théologie de la Libération, ils sont toujours là, hein? Il n'y a pas un bidonville, il n'y a pas un quartier populaire en Amérique latine dans lequel il n'y a pas un petit curé que malgré les menaces, malgré les massacres, il n'y a pas une poubelle en Amérique latine, une poubelle sociale dans laquelle vous ne trouvez pas un petit curé de la théologie de la libération. Bien, ça c'était un tout petit peu l'hétéro. Si on doit dire qu'est-ce qui s'est passé avec mai 68 français par rapport à cet héros-là, à cette ambiance-là, cet état oui, cet état de fête, c'est-à-dire cet état comme on vivait, la fête aussi, parce qu'il y avait un côté fête, effectivement. Et mai 68, c'était une nouvelle qui est arrivée. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'était une nouvelle. C'est-à-dire, on a appris que parmi d'autres choses, en France, des jeunes étudiants, ils avaient monté des barricades et que voilà, et qui était solidaire avec la guerre de Vietnam, et que, voilà. Mais tout cet héros-là était là, vous comprenez, tout cet héros-là était là. La mort de Che Guevara avait été la naissance du Che Guevara pour nous à la fois. Vous voyez, c'est-à-dire, quand il est mort en octobre, le 9 octobre 67, bah, ces jours-là, il est né pour nous tous. Vous voyez, c'est ces jours-là, il y a eu quand même une sorte de ralliement en disant oui, là maintenant il faut y aller. Bon. Alors, c'est cet héros-là, c'est cette contre-culture-là, c'est cette rébellion plutôt que révolution qui, à mon avis, aujourd'hui fait qu'on ne parle pas d'histoire, mais on parle de quelque chose qui, aujourd'hui, existe comme la seule possibilité d'une émancipation en Amérique latine et peut-être ailleurs. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé, c'est que, comme toujours, c'est que vous avez avec Angélique Del Rey, on a publié un livre qui s'appelle « De l'engagement dans une époque obscure », dans lequel notre analyse, en accord avec un ancien commandant de la guérilla, justement, en Argentine, on a fait un travail ensemble, nos analyses concluaient que les organisations révolutionnaires sont les anticorps que la société produit pour canaliser la puissance de la révolte. Voyez, c'est-à-dire quand la révolte déborde trop, émergent des anticorps, sont les partis révolutionnaires qui disciplinent. Voyez, qui disciplinent. Alors, nous sommes passés d'un état de conflictualité élargie, sans maître à penser, sans leader, sans vraiment, voilà, très diffus, dans une véritable convergence pour la première fois. Vous savez qu'est-ce que c'est les fameux 5 siècles, la nuit des 5 siècles, qu'ils appellent les Indiens, n'est-ce pas? La première fois que la dignité indienne revenait, vous voyez? Eh bien, avec convergence ouvrière, étudiante, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, effectivement, la répression était assez maligne et les révolutionnaires pas assez malins. Pourquoi? Les dirigeants. Pourquoi? Parce que cette conflictualité générale, tous azimuts, était indomptable. Était indomptable, vraiment.
C'est-à-dire, ça regardait même les filles et fils de l'oligarchie, vous voyez, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui était vraiment pas tenable. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de cette conflictualité généralisée, petit à petit, comme dans un entonnoir obscur, on est allé dès la conflictualité générale vers l'affrontement tête à tête, vous voyez. C'est-à-dire que la répression a commencé par réprimer les mouvements culturels, les bombes dans les théâtres, les mouvements syndicaux alternatifs, assassinat des grands leaders ouvriers, etc., assassinat de certains leaders paysans, etc. Donc la répression d'abord a visé non pas les groupes armés, vous voyez, mais visé toutes ces contestations, tous azimuts, couleurs, je sais pas comment dire, vous voyez, multivoix. Et petit à petit, les chefs révolutionnaires de la guérilla sont tombés dans les pièges. Quels étaient les pièges? Les pièges, c'était de dire, comme ils répriment militairement, nous allons les affronter de plus en plus militairement. Jusqu'à entrer dans une sorte d'entonnoir spéculaire dans lequel les groupes de guérilla, non, nous sommes devenus, dans un mouvement spéculaire, une sorte de frères jumeaux opposés des forces armées. Vous voyez? Moi, je me souviens toujours les jours où ils m'ont donné un grade, par exemple. Je ne pouvais pas les croire. Moi, je venais de l'anarcho-hippisme, je jouais la batterie dans un groupe rock, j'étais d'accord de tirer contre les militaires, mais ils m'ont donné un grade. Et effectivement, on était en train de tomber dans les pièges, de devenir comme eux, et si on était comme eux, ils nous écrasaient. Le dernier pas de la répression était facile. Ils avaient enlevé, comme dirait l'autre Barjot de Mao, l'eau, n'est-ce pas? L'eau, n'est-ce pas? Et il restait les poissons, là, Santuccio, Firmenich, et nous, les bourricons, et on restait là en train de donner des petits coups de queue partout, et là, pom, 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 voilà. Et par miracle, certains, on est là, toujours on la ramène, en énervant beaucoup de gens, je le sais. Et effectivement, sur quoi je vais conclure? Je vais conclure sur un truc qui est là, aujourd'hui. Aujourd'hui, on a vu comment, de façon répétée, les organisations révolutionnaires, les maîtres libérateurs, les militants tristes, comme on les appelle, ils ne peuvent pas supporter cette puissance tous azimuts qui vraiment renverse les puissants, n'est-ce pas? Alors nous avons vu le même mouvement avec les tristes devenirs du non-global. Hein? Comment on a voulu arrangimenter, ordonner, discipliner. Il fallait passer au politique, n'est-ce pas? On voulait passer du social au politique. Bien. Aujourd'hui, en Amérique latine, dans d'autres lieux, heureusement, il commence à nouveau à voir quelque chose qui reprend cet élan vital des 68 dans le monde, n'est-ce pas? Qui est cette puissance qui se développe. Espérons que cette fois-ci, la faiblesse des organisations révolutionnaires qui veulent notre bien ne puisse pas écraser cette puissance libertaire en la disciplinant. Voilà, je ne me suis pas fait des amis, mais je dis ce que je pensais.